Super. Alors, juste avant de commencer, en 2 mots, pour vous mettre en action, j'ai juste 2 logos et je ne sais pas lequel choisir. Alors, il y a entre celui-là et celui-là. Lequel est le mieux? Un ou deux? Donc, l'équipe 1 lève la main. Le 1, ça c'est celui-là, le 1. Et le 2, c'est presque la même chose. Il y a juste un truc juste une petite coulée différente. Alors, équipe 1 lève les mains spontanément, là. Ok. Non, c'est 2 ça. Ça c'est 2. Ça c'est 1. Ça c'est 1. Équipe 1 lève la main. Équipe 2. Ok, c'est bon. Ok, c'est parti, on continue. On peut changer la couleur ou pas? Qui a demandé si on pouvait changer? On parlera. Vas-y, tu peux y aller. Marté, je te laisse te présenter. Alors bon, Géopolitique Annecy, alors moi c'est beaucoup plus modeste, voilà, c'est simplement dans le cadre d'un concours, j'en avais parlé à ce côté-là la dernière fois, une préparation donc pour rejoindre la fonction publique, que je me suis intéressé à ces sujets-là. Et donc voilà, en quelques mots simplement, dire que c'est pour analyser un peu la situation géopolitique et puis essayer de trouver des propositions. Et au-delà de ça, l'idée c'est vraiment de réfléchir tous ensemble et c'est de pouvoir voir si on peut comme ça essayer de se rassembler donc autour voilà, de ces enjeux qui sont à la fois locaux et nationaux puisque ça nous concerne tous. Voilà. Ok, et Alpine Chain, comme je vous expliquais en 2 mots, l'idée c'est comprendre le Bitcoin et le Web3, construire le futur d'Annecy, oui, parce que étant d'ici du coin très relié, ben, en fait, par ce qu'on fait, par ce dont on parle et ce sur quoi on réfléchit, ben, on construit. Venez. Entrez. Vous êtes pile au début là, on vient de commencer. Allez-y. Il y a 2 chaises, c'est parfait. Donc le principe, il n'y a pas de problème au niveau son, niveau truc, tout va bien? Ok, c'est bon. Ok, donc comprendre le Bitcoin, le Web3, construire le futur d'Annecy, apprendre avec vous, puisqu'à chaque fois qu'on présente quelque chose, on apprend quelque chose de nouveau. Évidemment, passer un bon moment. Voilà. La mission, c'est former plus de 1000 personnes au Web3 localement, autour d'Annecy, Annecy-Genève, impulser un réseau Web3/Bitcoin local et répliquer éventuellement, c'est-à-dire aider les autres communautés à se former autour de ce sujet-là, et enfin accélérer vos projets. Est-ce que tu peux y aller? Alors, du coup, le mot du début, mais je commence à vous voir et voir tout, je sais qu'il n'y aura pas d'esclandre. On est sur un sujet, les sujets de Bitcoin peuvent être chauds. Voilà, donc le mot entre Bitcoin et puis le rôle de l'État, on sait qu'on est sur 2 pôles parfois qui s'opposent, et donc le mot du début c'est fair play. Gardons le sang-froid et puis parlons en bonne entente. Tu peux y aller. Bon, on peut passer, voilà, j'ai déjà un petit peu parlé donc, de ma préparation au concours. Je suis père de 5 enfants, bon, ce qui peut aussi expliquer certains comportements sans doute. Et puis voilà, professionnel des relations humaines. Et je m'intéresse beaucoup voilà, à la vie politique, à la fois localement et aussi donc, nationalement et internationalement, parce que je pense que les différents enjeux sont liés. J'en profite pour ajouter un point. Dans la salle, on m'a demandé de lancer un appel. Il y aura peut-être des photos pendant cette séance et donc être sûr qu'il n'y ait personne n'y soit opposé, puisqu'il y aura évidemment un rayonnement international. Donc voilà, je veux que voilà, s'il y en a qui ont un souci avec les photos ou un droit à l'image, n'hésitez pas à vous manifester ou à nous quitter, mais il y aura peut-être des photos. Voilà. C'est tout. Ok, et donc moi je suis un des cofondateurs d'Alpine Chain, comme je vous ai expliqué. Je suis ingénieur de formation. J'ai aussi un peu grenouillé dans les milieux politiques parisiens, école politique, sciences politiques. Et je fais partie maintenant de l'entreprise Galéon. Et donc je suis responsable de la communauté. Et donc j'ai mes collègues tout au bout, tout au fond de la salle. Voilà. Et je fais partie de diverses communautés qui se sont plus ou moins, qui marchent plus ou moins bien d'ailleurs, je tiens à le dire, mais qui généralement se rassemblent derrière des étendards qui sont des NFT. Donc il y a la NFT Factory qui est un lieu physique à Paris, à côté du centre Pompidou, et puis Sharing 3.0 qui est à Genève notamment. Donc en quelques mots, très rapidement pour annoncer un peu le plan de cette présentation, Bitcoin, blockchain, intelligence artificielle, potion magique pour la France. Je pense que c'est un sujet très actuel, mais qui pose vraiment la question notamment du rôle de l'État.
en France vis-à-vis de ces technologies-là. Et donc, Barthélemy présentera en première partie que l'État, en tant qu'aboutissement logique d'un processus historique. Ensuite, j'irai parler de cet aspect ou de cet imaginaire d'un État-réseau, du network state, qui est quelque chose un imaginaire, un narratif très puissant aux États-Unis aujourd'hui et qui se présente très clairement en opposition, complémentarité qui vient vers l'opposition vis-à-vis de l'État traditionnel. On ira sur un point, enfin Barthélemy ira sur un point donc de parler de comment l'État traditionnel, ou l'État tel qu'on le connaît, peut se modifier avec ces technologies-là, donc il y a une sorte de synthèse. Et puis on conclura ensuite sur nos réflexions à nous deux. Donc voilà, l'idée c'est d'aller vite et de respecter le temps de tout le monde, donc on va vraiment vous présenter l'état de nos réflexions, et ensuite, on pourra tous discuter de vos apports, etc. Alors je vais commencer donc rapidement. Donc sur cette première partie, l'état aboutissement d'un processus historique. Alors 2 points. Donc le premier point, je vais passer un peu plus vite parce que c'est assez connu. Donc la construction progressive d'un ordre international. Donc historiquement, c'était plutôt un désordre en fait international, même si on commence à parler de proto-État dès l'Antiquité en fait. Mais après, globalement, avec le système médiéval, donc ça s'est maintenu jusque le XVIIe siècle où apparaît donc le système westphalien, donc basé sur les États. À l'époque, ils étaient assez nombreux, on en comptait environ 300. Et puis après, donc sous l'effet de la Révolution française notamment, et puis après aussi d'une forme de romantisme, il y a eu une consolidation des États. Et puis du coup, en 1900, on ne compte plus que 50 États. Et après, au XXe siècle, par contre, ce chiffre a à nouveau fortement progressé. D'abord après la Première Guerre mondiale, donc avec la chute des empires multiethniques, puis après, dans la seconde partie du XXe siècle, la décolonisation, puis après la chute de l'URSS. Et donc aujourd'hui, on compte, disons, environ 200 États. On en compte 193 officiels à l'ONU, le dernier étant le Sud-Soudan, donc en 2011. Et donc cette dynamique montre bien que l'État en soi reste assez, même très attractif. Et notamment, ça reste un peu le Graal sur la scène internationale, avec donc 3 conditions pour ceux qui souhaitent le devenir. Donc des conditions qui ont été définies par la Convention donc de Montevideo donc en 1933. Donc c'est un territoire, une population et un gouvernement. Et donc c'est ceux qui ne réunissent pas ces 3 conditions aujourd'hui n'ont pas la reconnaissance officielle de l'État. Ensuite, pour la coordination de tous ces États, petit à petit, donc, sont mis en place des systèmes d'organisation internationale. Donc ça a commencé, pareil, assez tôt. On peut penser même à l'Ordre de Malte, historiquement, à des organisations très anciennes. Mais ensuite, au XIXe siècle, ça a commencé un petit peu à se matérialiser. Et puis, c'est évidemment après l'ONU, donc en 1945, qui permet, avec la charte de San Francisco, de vraiment regrouper de manière assez efficace, disons, l'ensemble des États, avec donc une dimension politique et puis après tout un système onusien, puisque ça concerne aussi, comme vous savez, la santé, le commerce, les télécommunications. Et donc aujourd'hui, malheureusement, ce qu'on peut dire, et ce sera ma transition, c'est que tout ce système onusien, évidemment, vole en éclats, donc depuis 2-3 ans. Alors bon, pour l'OMC, c'est assez évident, mais on parle aussi de l'OMS, par exemple, que les Américains surnomment affectueusement la China Health Organization, ou alors c'est aussi le cas évidemment pour l'ONU dans son ensemble, qui n'est plus du tout en mesure de faire respecter la paix comme on le voit. Donc cette remise en cause complète finalement de l'état des organisations onusiennes, donc ça m'amène à mon deuxième point, par ricochet en fait ça remet en cause évidemment le statut même des États. Et donc l'État finalement il est confronté aujourd'hui à de nombreux défis. Alors j'en ai identifié 3 avec un petit focus on va dire pour la France. Donc d'abord une question d'efficacité. Donc on peut partir des services publics. Alors j'ai mis l'exemple d'un hôpital parce que les dépenses sociales en France c'est plus de la moitié des dépenses publiques totales et c'est ce qui explique en fait la croissance depuis 40 ans de nos dépenses publiques avec évidemment des résultats tout à fait décevants. Pourtant on a 55%, ça représente 55% du PIB, des taux de prélèvement obligatoire, un taux de 45%, et puis évidemment une dette qui approche les 3 000 milliards. Donc c'est de ce point de vue-là tout à fait décevant. D'un point de vue de la gouvernance, il y a une crise profonde démocratique, alors qui est à la fois interne, donc c'est plus pour des raisons, bon, je dirais maintenant institutionnelles,
Et puis, il y a aussi le fait que l'État est remis en cause par d'autres organisations. On peut penser aussi aux ONG, avec donc une évolution ces dernières années, et puis même au niveau international, puisque les ONG ont un statut, par exemple, dans certaines organisations de l'ONU, donc elles sont prises en compte, mais ça reste toujours un petit peu ambivalent, avec aussi des risques de radicalisation, comme on a pu le voir encore ce matin avec la dissolution en Conseil des ministres des soulèvements de la Terre. Et puis enfin, donc le troisième point, c'est la partie, c'est un peu le risque, enfin un défi technologique. Et donc on voit bien que l'émergence en fait de ces nouveaux géants, on va parler de blockchain, de Bitcoin, mais avant ça, évidemment, il y a des géants, des GAFAM, des BATX en Chine, qui en fait posent des questions fiscales, des questions réglementaires, et qui en fait ont généré une résistance très forte des États. On a pu le voir donc, en Europe l'année dernière, par exemple, avec les règlements donc, DSA, donc le Digital Service Act, et puis le Digital Market Act. Cette année, il y a eu le MiCA aussi, donc plus pour les bitcoins. Et c'est le cas aussi, évidemment, aux États-Unis, où là, il y a eu des mesures assez fortes concernant la 5G, les semi-conducteurs, et évidemment, voilà, sans parler de Taïwan, c'est l'une des raisons pour laquelle cette île se retrouve au cœur, évidemment, de la crise mondiale, qui est éminemment technologique. Alors ensuite, voilà, ma transition serait simplement de dire que, au-delà de toutes ces crises, voilà, il y a l'émergence de ces États réseaux qui justement remettent un petit peu en cause ce jeu entre les États. Alors donc État réseau, on va ensuite vraiment discuter de ce que c'est, tel que ça a été défini par Balaji, qui est celui qui a nommé ce terme-là. Mais avant ça, on va revenir un petit peu en arrière. Avant l'arrivée de Bitcoin en 2008, on a en 1997 un écrit qui s'appelle The Sovereign Individual, qui a été écrit par un lobbyiste, homme d'affaires américain, qui s'appelle Davidson, et puis Lord William Rees-Mogg, qui est le père du Brexiteur connu du même nom, qui était donc qui était qui était à la BBC, donc quelqu'un très intégré dans l'establishment anglais. Mais le bouquin, en fait, dit en quelques mots, en fait, on va avoir avec Internet l'arrivée d'une sorte de nouvelle classe de personnes qui maîtrisent les outils digitaux. Donc ceux qui savent coder, mais aussi ceux qui en fait savent utiliser les médias, les nouveaux médias. Et cette nouvelle classe de personnes va pouvoir, en utilisant les technologies, notamment de cryptographie, être en mesure d'échapper à l'emprise des États. Et donc il y a cette annonce en 97, alors le livre a commencé à un peu faire parler de lui en disant, ben voilà, oui, il y avait quelques prédictions qui n'étaient pas excellentes, le bug de l'an 2000, des trucs comme ça, mais il y avait tout un espace sur l'arrivée du e-cash. Alors ils n'avaient pas appelé ça le Bitcoin, mais ils avaient prévu l'arrivée du Bitcoin, et en disant que les pays n'auraient plus les moyens d'aller dans les poches de ces super citoyens, une sorte de super hommes, et que ces super hommes, en fait, ils pouvaient devenir fluides et partir d'un État si le régime fiscal n'était plus plaisant pour eux. Donc ils avaient commencé à imaginer un État ou une situation mondiale où en fait il y aurait ce tourisme fiscal où les gens pouvaient partir, et donc en fait les États étaient vidés de leurs forces vives par justement cette fuite déjà de ces citoyens devant la pression fiscale. Est arrivé en 2008 le Bitcoin, donc qui a déjà commencé à refaire parler de ce livre. Et puis après tout ce qui a suivi, l'arrivée des autres blockchains au-delà de Bitcoin, donc les fils et petits-fils, les générations suivantes de protocoles qui ont été définis. Et en 2022, et ça va être un peu c'est là-dessus que je vais un peu concentrer mon propos, il y a ce livre qui est sorti, qui s'appelle The Network State. Il a été écrit pas par n'importe qui, puisque c'était donc Balaji Srinivasan. Tu peux y aller. Oui, alors du coup, Balaji Srinivasan, il y aura une photo de lui juste après, mais qui décrit en fait une idée d'état réseau. Ça veut dire que ce nouveau cash digital, ce Bitcoin, mais les autres, en fait, permettent à des gens qui sont très loin géographiquement
et qui sont beaucoup plus semblables avec, voilà, typiquement Thomas, qui est dans des communautés bizarres liées par des NFT, qui est beaucoup plus proche avec un moscovite, un gars de Lisbonne, de Mumbai, plutôt qu'avec mon voisin immédiat de l'autre côté du mur de ma copropriété. Et donc avec une sorte d'alliance et de coopération, de coordination possible, rendue possible avec les nouveaux outils digitaux. Donc la définition de l'État-réseau, la phrase, s'il fallait la noter ou la retenir, voilà, je vous encouragerai à le faire, mais un État-réseau est une communauté en ligne, hautement alignée, donc qui est vraiment obéie à un objectif spécifique, avec une capacité d'action collective, donc financer, agir, organiser des événements, quoi que ce soit, qui finance collectivement son territoire. Et là, on a l'aspect territoire de la Convention de Montevideo, c'est-à-dire qu'il faut un gouvernement, un territoire. Donc cette communauté peut financer un territoire à travers le monde et qui obtient finalement la reconnaissance diplomatique des États préexistants. Ça paraît complètement fou dans cette idée, mais c'est un peu la nouvelle frontière que cet entrepreneur américain a défini après la frontière des startups en disant là on va monter des boîtes qui vont s'imposer à tout le monde par leur usage. Là on va créer une sorte de nouvel État. Donc Balaji Srinivasan, américain d'origine indienne, qui dit bien non, nos États aujourd'hui ne vont vraiment pas bien. Les États-Unis sont dans un état de décrépitude et de déclin terrible. Il dit la Chine, c'est le pouvoir qui monte, mais en fait, ce n'est pas beaucoup plus désirable, voire encore pire. C'est finalement la négation totale des libertés. Et pour Balaji, il est plus simple de recommencer de zéro. Donc de dire ciao aux États traditionnels, ce qui est quand même... alors aux États-Unis, c'est entendu et on va dire que c'est plus courant, mais il faut imaginer des Français qui disent nous, c'est fini. On arrête avec l'État français et on va créer notre propre projet. Voilà. Et donc, dans un cerveau de Français, enfin dans le mien en tout cas, quand j'ai lu ça, c'était un peu bizarre. Voilà. Et pour l'annonce de ce Balaji, c'est qu'aujourd'hui, il y a 3 pôles d'autorité qui se dessinent. 3 pôles qui tournent autour de ce qui reste de l'État des États-Unis, qui est autour un peu de l'industrie politico-médiatique du New York Times, c'est avec le wokisme. Enfin, lui, Balaji était, comme beaucoup d'Américains, terrifiés en fait, par cette arrivée de l'idéologie woke. Et il disait, mais en fait, on a un pays qui va obéir à cette idéologie, avec le New York Times qui va répandre ses nouvelles et son idéologie. Le Parti communiste en montée, le Parti communiste c'est quelques millions de personnes, en réalité c'est pas du tout la taille de la Chine totale, c'est 4 millions de personnes en réalité, très très alignées, qui ont appris par cœur et qui ont appris par cœur tous les commandements communistes et puis qui régulièrement écrivent un essai pour dire comment le Parti communiste va sauver la Chine. Et donc on a vraiment l'émergence de ce pôle-là avec toute la technologie qui sont en train de développer. Et le troisième pôle, basé sur ce livre, Sovereign Individual, de ce troisième pôle de personnes qui se disent nous, les États, c'est pas notre affaire, mais on peut se rassembler entre personnes, disons, de bonne volonté pour développer un troisième pôle. Balaji dit attendez, les bitcoins maximalistes, ceux qui vraiment obéissent à l'idée du bitcoin, c'est-à-dire j'ai mon bitcoin de mon côté, les États ne me l'auront pas, et puis je vais m'enterrer, je caricature complètement, mais je vais m'enterrer dans ma forêt dans le Montana, construire mon bunker, et puis je vais attendre la fin du monde. En gros, il y a un peu de ça. Il dit mais c'est pas forcément désirable. C'est une dystopie où en fait toute structure collective risque de tomber par terre parce qu'on prône la décentralisation à outrance. Donc il faut viser quelque part au milieu. Donc là, une croix, un peu au milieu entre la droite économique, la gauche économique, le libertarianisme et puis l'autorité. Voilà, il faut trouver quelque chose au milieu. Donc il propose en fait dans son livre, qui est disponible sur Internet, vous pouvez aller chercher,
il l'a donné gratuit. Il propose en fait une checklist, enfin une roadmap pour créer votre propre état réseau, ou vous rassemblez pour créer votre état réseau. Premièrement, fonder une communauté qui aspire à mieux, sous un impératif moral. C'est-à-dire, comment il a défini ça? C'est en voyant les colonies, notamment américaines. Il disait il y a eu un foisonnement d'entrepreneurs qui sont venus aux États-Unis au départ pour fonder leur propre colonie. Il disait, mais en fait, celles qui ont vraiment perduré, c'est celles qui étaient basées sur en fait, des impératifs religieux. C'était les Quakers, c'était voilà, les gens, et c'était des gens qui avaient des... Ouais, derrière. Qui avaient donc cet état de vraiment, on veut créer quelque chose qui est fort, mais qui n'est pas juste gagner du fric ou s'en sortir mieux tout seul. Deuxième point, la rendre capable d'action collective. Donc là, j'ai mis entre parenthèses le petit clin d'œil Meetup. Là, c'est une action collective, hein, le fait de se retrouver, discuter, présenter quelque chose, manifester. Ça peut commencer comme ça. Ça peut être ensuite financer un bar, se retrouver, monter une boîte. Enfin, voilà. Troisième étape, ça, c'est que des choses assez communes, en fait, hein, que tout le monde voit, qu'on voit autour de nous. Mais ensuite, les étapes suivantes, on va voir, on monte en difficulté, donc on diminue le nombre d'initiatives qui arrivent jusqu'au bout. Donc la rendre capable d'absorber une foule de nouveaux membres, qui a des aspects d'infrastructure. C'est-à-dire comment est-ce que vous faites quand il y a quelqu'un qui dit « mais moi, votre projet, il m'intéresse comment vous faites pour le faire rentrer ?» Est-ce qu'un meet-up, il y a un moment, ça devient... Voilà, la salle devient trop petite, le site web crash, enfin c'est l'enfer. Comment on fait? Donc là, il y a vraiment de l'ordre d'une réflexion de ce côté-là. Ensuite, crowdsourcer les lieux physiques. Imaginons qu'on monte un état réseau, on se dit, OK, on est parti. On va acheter une maison et ce sera la maison de notre état, notre proto-état réseau. Connecter numériquement les communautés physiques, ça, il faut imaginer qu'il y en a une à Annecy, une à Genève, voilà, qui se montent un peu partout, et puis se dire comment on fait pour qu'il y ait des échanges qui se font de manière fluide entre nous. Recenser les membres. Pourquoi recenser les membres et suivre la croissance? Parce que ça donne en fait la direction à tous les membres. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui on a 10 000, demain on sera 100 000, après-demain on sera 1 million, et avec vos actions individuelles, on va construire la suite. Et enfin, donc viser la reconnaissance diplomatique, donc ça c'est le Graal, avec le territoire et la population donnée. Et avec cette économie et une économie intérieure qui aura été faite sur la connexion numérique, c'est-à-dire qu'on échange de la crypto, ce qui permet de... Voilà. Donc là, on est... Alors vous allez me dire, mais on est dans le délire complet, mais en fait, c'est entre guillemets très sérieux. Enfin, les startups telles que Twitter ou Airbnb, pour certains, il y a 50 ans, c'était du délire. Hein. Donc il faut voir aussi ça comme quelque chose qui, dans 20-30 ans, pourrait être considéré de manière très sérieuse par des États souverains. Et là, donc là, il y a effectivement des limites. Quand je dis on est dans le délire complet, c'est qu'il y a effectivement, dès maintenant, on peut voir des risques ou des limites à ce genre d'état réseau si c'est pris d'une manière qui ne correspond pas à ce qu'on voit comme le bien commun. Donc, première chose, c'est qu'il y aura beaucoup d'essais. Il y a beaucoup de gens qui vont se lancer en disant on va essayer de faire notre état réseau. Il y a des exemples dans les religions, d'ailleurs, des juifs orthodoxes qui peuvent dire on peut créer notre état réseau juif orthodoxe puisque Israël, ça ne nous correspond pas. Et il y en a qui pensent comme ça. Des protestants, pourquoi pas, voilà, enfin des gens qui sortent de la société en disant on refuse maintenant les États-nations et leur autorité puisqu'ils sont moralement décrépits. Donc en fait, on préfère notre propre réseau. Donc, il y aura plein d'essais et il y aura potentiellement plein d'échecs. Les échecs, ils peuvent venir, typiquement, j'ai pris l'exemple d'une hypothétique communauté autour de Bitcoin. Quid des plus vulnérables? C'est-à-dire, si vous avez votre Bitcoin dans votre wallet, que vous avez votre téléphone et tout, vous êtes super content, vous avez acheté vos trucs, mais la personne qui n'est pas capable de lire un téléphone, pas capable d'aller sur le site, acheter ses Bitcoins, enfin, c'est compliqué aujourd'hui. Donc, comment on fait avec ces gens-là? Donc en fait, il y en a plein qui sont laissés pour compte. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut pour une société? Pas sûr. Et puis potentiellement des états réseaux toxiques. Donc là, j'ai mis la photo de Andrew Tate, qui est un influenceur britannique, je ne sais pas si américain ou anglais, mais qui s'est fait virer de Twitter à plusieurs reprises, qui a un discours masculiniste, machiste, et qui voilà, s'est pris, voilà, qui dit voilà, comment devenir milliardaire
en deux temps, trois mouvements, et surtout finalement en violentant tous les gens qui sont autour de vous. Et donc c'est quelqu'un qui a été mis au banc, mais qui aujourd'hui continue à avoir son audience, et plein de gens qui croient en lui. Donc est-ce que lui pourrait créer quelque chose de toxique pour la société autour? Donc c'est là qu'il intervient, donc la croix, de finalement où est-ce qu'on vise et qu'est-ce qu'on veut faire et comment est-ce qu'on construit notre État-réseau pour potentiellement avoir un impact. Je veux dire que si le petit là-bas il arrive à suivre, bravo. Ouais. Alors du coup, maintenant, donc, le troisième point, puisque je pense que vous avez tout compris jusqu'à maintenant, c'est renaissance de l'État en fait en lien avec les États réseaux. Donc voilà, Thomas a expliqué que en effet, ces États réseaux, c'est une réalité, donc il faut les prendre en compte. De fait, ils sont là. Et puis surtout, je crois que ça peut être un levier extrêmement puissant pour l'État. Donc c'est tout intérêt, tout intérêt, je pense, de l'État de savoir comment collaborer avec ces nouveaux acteurs. Alors je pense que ça peut être dans tous les domaines. C'est le cas évidemment dans le cas des transports avec des infrastructures qui vont être beaucoup plus connectées. Donc du coup, grâce justement à la technologie et à ces états réseaux, pouvoir fluidifier notamment le trafic. Mais c'est alors évidemment le cas de la défense avec maintenant l'explosion du phénomène des drones et l'intelligence artificielle qui va prendre une place fondamentale. Dans l'éducation, il y aura sans doute évidemment de nouveaux modèles d'enseignement à imaginer, basés notamment sur les modèles de ChatGPT, d'intelligence artificielle et autres. Mais j'aimerais m'arrêter un tout petit peu plus sur la partie monétaire parce que ça concerne peut-être un peu plus aussi le Bitcoin. C'est vrai que par définition, donc, le lien entre l'État et la monnaie est extrêmement fort puisque l'État qui a le pouvoir de battre monnaie. Et donc dans un système capitaliste et puis globalisé, depuis un certain temps, justement, les États ont essayé de garder une certaine autonomie pour leur banque centrale. Donc, par exemple, c'était la formule de Napoléon quand il a créé la banque centrale. Il disait il faut qu'elle soit dans les mains de l'État, mais pas trop. Et en fait, c'est tout justement cet équilibre qui n'est pas évident à conserver et cette ligne de crête que la plupart des gouvernements essayent de maintenir. Alors, avec un curseur plus ou moins proche de l'État, selon les époques, selon les États. Aujourd'hui, évidemment, on pensait par exemple qu'aux États-Unis, la Fed est beaucoup plus proche de la Maison-Blanche, voilà, que ne l'est la Banque centrale européenne de la Commission. Donc selon les endroits, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais souvent il y a quand même l'idée d'avoir quand même une banque centrale qui soit un peu autonome. Mais la banque centrale, elle n'est pas toute seule et souvent, elle s'appuie sur un réseau de banques commerciales. Souvent, d'ailleurs, c'est là que le bas blesse. C'est l'origine de nombreuses crises financières, en particulier donc pour la sécurité des crédits. Et donc l'émergence du Bitcoin en soi, justement, paraît extrêmement pertinente pour justement sécuriser en fait les avoirs. Et donc souvent, les crypto-monnaies se développent un peu par défaut, en fait, un petit peu quand il y a une défaillance de l'État ou des banques centrales. C'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, d'ailleurs, quand on observe comment se développent les crypto-monnaies, par exemple, il y a des pays comme le Nigeria où ça se développe beaucoup, donc des pays qui ne sont pas forcément les plus stables, on va dire, politiquement ou autres. C'est le cas aussi dans d'autres pays, on pense évidemment au Salvador qui en a fait sa monnaie. Mais évidemment, je trouverais ça, moi, un peu dommage que en fait, ça devienne uniquement un peu une monnaie par défaut quand l'État est fragile et que sa monnaie est fragile. Il ne faudrait pas que ça devienne la maladie infantile du capitalisme, pour reprendre Lénine. Et donc je pense que les crypto-monnaies ont intérêt à se développer dans un cadre en fait, prévu un peu par l'État. Et l'initiative actuelle donc, de la Banque Centrale Européenne avec l'euro numérique notamment, je pense, rejoint un peu cette idée puisque c'est l'idée vraiment de la désintermédiation. Et donc avec l'idée de pouvoir en fait, créer un lien direct entre les citoyens et la Banque centrale, donc sans avoir le risque en fait, de ces banques commerciales qui peuvent malheureusement souvent faire faillite, comme on l'a vu aux États-Unis encore récemment. Le système paraît plus solide en Europe, mais évidemment, la garantie ultime, ça serait d'avoir directement des euros à la Banque centrale européenne. Alors, peut-être pour conclure, je ne sais pas si... pour conclure, je dirais qu'en trame de fond, ce qui
quand on en discutait avec Thomas pendant des longues heures pour préparer cet échange, ce qui nous paraît fondamental et qui permet de nous rejoindre, c'est cette idée de nation. Donc, en fait, c'est trouver un sens commun finalement à nos initiatives, que ce soit donc dans les bitcoins, les crypto-monnaies, mais d'un point de vue politique, c'est vraiment ce qui nous rassemble. Et donc, en fait, avec un nouveau contrat social pour concilier vraiment donc à la fois la souveraineté individuelle qu'on comprend bien, et puis la souveraineté de l'État et la souveraineté technologique. Et donc, on a pensé que pour ça, en fait, il faudra un peu un triple pacte. Alors, d'abord, un pacte entrepreneurial, donc vraiment rassembler à la fois les acteurs, tous les acteurs technologiques et les États. Et là, on peut prendre un exemple très concret. Là, en début de semaine, a été signé à New York donc le traité sur la haute mer. Et donc, moi, ça m'inspirait donc deux réflexions, puisque les océans, donc c'est vraiment un terrain vierge immense. Et en fait, c'est évidemment très stratégique pour l'ensemble de l'humanité, donc il y a tout intérêt à collaborer donc à la fois entre les acteurs publics, privés, entre les États et les États réseaux, pour vraiment optimiser au mieux ces ressources. Et donc ce serait intéressant de réfléchir justement à une utilisation, je veux dire, en commun de cette immensité qui pour l'instant est encore assez inexplorée. Ensuite, un pacte démocratique. Alors là, l'idée, ça va être vraiment de penser à des nouvelles formes de gouvernance. Alors on l'a dit, en France, il y a une crise démocratique qui fait que s'aggraver, mais qui aujourd'hui atteint un niveau clairement institutionnel. Et donc il s'agit vraiment de recréer du débat, parce qu'il faut absolument créer des échanges, comme on le fait aujourd'hui, mais il faudrait le faire partout, pour arriver à des consensus. Et donc c'est la seule voie possible pour avancer. Et puis aussi, à un niveau plus global, ça serait l'idée de comment intégrer, on a parlé tout à l'heure, comment intégrer les États réseaux en fait, dans la gouvernance, dans cette gouvernance mondiale. Là, pareil, il y a un autre exemple d'actualité, donc ça pourra commencer peut-être dès demain, puisque vous savez, donc, la France accueille à Paris donc, le sommet pour le nouveau pacte financier mondial, et donc avec l'idée justement de savoir comment coopérer entre les États du Nord, les États du Sud, au niveau de la transition écologique. Et donc sur des sujets aussi fondamentaux et aussi globaux, on peut voilà, aisément penser que c'est un enjeu tellement important que ce soit les États réseaux, tous les acteurs ont intérêt à coopérer de manière intelligente, puisque ça sera bénéfique à la fin à tout le monde. Et enfin, donc le dernier point, c'est un pacte d'innovation. En fait, c'est même peut-être le point le plus important, puisque avant de se lancer donc, dans cette grande aventure qui nous attend et qui est tout à fait excitante, je dois dire, mais il faut quand même évidemment avoir un objectif commun, un horizon. Et en fait, il faut qu'on définisse un peu au fond quelle est notre Amérique. Et je crois que l'innovation, c'est vraiment ça qui peut tous nous rassembler, que ce soit à la fois donc, les amateurs de technologie, que ce soit les bitcoiners, mais que ce soit évidemment les États. C'est vraiment ce qui va permettre à l'ensemble tout simplement de l'humanité de se développer. Et donc au niveau national, ça pourrait être intéressant de définir des priorités nationales. On pourrait penser par exemple, là j'ai mis l'ordinateur quantique parce qu'évidemment c'est le sujet majeur, ça fait partie du plan France 2030 ou autre, mais c'est un sujet évidemment excitant d'un point de vue technologique également. Donc l'ordinateur quantique, ça pourrait être un peu pour nous notre conquête de la Lune, et ce qui permet vraiment de rassembler voilà, toutes les forces de la nation sur une perspective a priori peut-être de 10, 20 ans, parce qu'on sait que ça va prendre un certain temps. Et alors, peut-être simplement pour terminer, si on arrive au mot de la fin, moi je dirais simplement, je terminerai avec les mots de Victor Hugo, en espérant que voilà, la réflexion commune donc, qu'on va lâcher dans la nature ce soir voilà, pourra partir, bondir, sortir de l'ombre et atteindre donc, les bureaux de l'Élysée, d'Elon Musk, mais aussi de tous les bitcoiners qui ont envie de servir le bien commun. Voilà, merci. Et oui, attendez, parce qu'il y a quelques mini-slides là que je vais envoyer, on va envoyer en rafale. Mais simplement, si vous voulez aller plus loin pour le bouquin, alors il est en anglais. Je ne sais pas s'il a été traduit, mais en tout cas, ça vaut vraiment le coup, rien que pour se faire bousculer. C'est vraiment un point important. The Network State disponible gratuitement, vous n'avez même pas besoin d'acheter comme pour ce premier. C'est sur Internet, thenetworkstate.com. Les stratégies France 2030, les stratégies nationales de recherche, ce que fait la Cour des comptes aussi, c'est très intéressant pour aller voir un peu. Finalement, il y a des inspirations hein, entre ces choses-là. Ils ne le disent pas trop, mais quand on lit les choses, on reconnaît quelques points. Et puis, encore, avant de partir, premier slide sur 2. Prochain meet-up, comme je vous le disais, on se retrouve on se retrouve tous les 2 mois. Prochain meet-up pour Annecy Bitcoin Meetup. C'est dans 2 semaines.
toutes les 2 semaines, pardon. 2 fois par mois, toutes les 2 semaines. Le Annecy Bitcoin Meetup qui est beaucoup plus, on va dire, informel, où on prend on prend une bière, parfois il y a des petites présentations, mais c'est pas ce format-là. Et puis le Annecy 3.0.12, puisque ce sera le 13e, parce qu'on commence à 0 en informatique, la 13e session, le 19 juillet, mercredi prochain. Et si vous voulez suivre LinkedIn, Twitter, voilà.